Si vous aimez ce genre de choses, ben, vous avez la chance d'avoir l'occasion de travailler avec ce qui se fait de mieux en Europe. C'est quand même pas mal. Je crois que vous vous rendez pas compte, en fait, en première, à quel point votre département est hallucinant. Enfin, votre département, les gens qui enseignent au département sont hallucinants. Vous le verrez petit à petit. Alors, donc pour le reste, ben, allez suivre des cours de maths discrète. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, je répète, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je trouve ça compliqué, ça me casse fort la tête. C'est des preuves très visuelles où il faut réussir à voir, et j'ai pas une bonne vision de ces choses-là. Mais c'est pas pour ça que c'est pas des très belles maths. Mais bon, moi, je vais être beaucoup plus à l'aise une fois qu'on rentrera dans le monde du continu. Donc, avant de commencer, on va peut-être faire un exemple qui va nous servir après. Donc, exemple 2.8. On lance une pièce équilibrée 500 fois. Et donc, ça devient gros là déjà. On lance une pièce équilibrée 500 fois et on se demande la probabilité d'avoir plus que 256 fois pile. Donc plus que donc plus grand ou égal. Donc ça c'est quoi? Bah ça c'est en fait un peu difficile parce qu'il faut avoir 256 ou 257 ou 258, etc. Donc ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on a oméga qui est l'ensemble des suites qui contiennent des P ou des F 500 fois. La mesure associée à ça, pardon, la sigma algèbre, c'est la sigma algèbre des parties. La mesure dominante, c'est un terme qui va revenir de plus en plus souvent dans le cours, ben, c'est la mesure uniforme. Et du coup, on doit calculer quoi? Ben, on doit calculer cardinal de A, où A c'est quoi? Ben, A c'est l'ensemble des oméga, tel que quoi? Ben, tel que, bon, je vais peut-être écrire ça différemment, donc oméga qui contiennent les symboles x1 jusqu'à x500, avec xi qui appartient à pf. Donc désolé les gens du secondaire, mais je suis en train d'écrire les choses en langage maths parce que ça va être beaucoup plus simple dans la suite. Donc il faut calculer ceci. Donc on cherche l'ensemble de tous les oméga qui sont des suites de symboles P ou F. Et il faut quoi? Bah, il faut qu'il y ait au moins 256 piles. Je ne sais pas si vous comprenez la notation que j'ai utilisée. Donc j'ai juste gagné un petit peu de place. Voilà. Je sais plus. Est-ce que j'ai déjà utilisé cette notation-ci? Oups, pardon. Est-ce que j'ai déjà utilisé cette notation-là? Non. C'est une notation que je vais utiliser tout le temps. Donc parfois je vais noter comme ça, parfois je vais noter comme ça. Ça vaut 1 si A se réalise et 0 si A ne se réalise pas. C'est en fait l'indicatrice de l'événement A. Probablement quand vous avez déjà vu ces indicatrices. C'est un Dirac, si tu veux, c'est un Dirac, mais Dirac c'est un peu autre chose. Donc je vais pas souvent utiliser cette notation Dirac. Je sais qu'il y a certains cours d'analyse où ils écrivent ça avec un qui, comme ça. Mais moi je vais toujours utiliser, et je crois que dans les cours de stats et de proba que vous aurez les années prochaines, ce sera toujours la notation
un grand I, un I romain avec 2 barres. Donc c'est ceci. Et donc, est-ce que vous comprenez la phrase qui est ici? Donc ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est l'ensemble des éléments de cet ensemble-là qui contiennent au moins 256 symboles piles. Ouais? Ok, je vois des gens qui font oui. Alors, clairement, j'espère que c'est vrai. Clairement, A, c'est quoi? A, c'est ceci. Donc, cet événement-là, il est compliqué. Et donc, ce qu'on va en fait systématiquement chercher à faire, c'est de découper l'événement compliqué en des événements plus simples qu'on va pouvoir dénombrer plus simplement. Et donc, clairement, A, c'est l'union des AK, avec AK qui est quoi? Bah, qui est simplement cet événement-ci. Je reprends. Je paste comme ceci. Et je change juste un truc. C'est qu'ici, je mets égal à K. OK? Donc, est-ce que c'est clair que cet événement-ci, c'est celui-là, c'est l'union de ces événements-ci? Donc, oméga est là-dedans, si et seulement si, bah, la somme le nombre de piles qu'il contient est plus grand que 256. Et c'est quoi? Bah, c'est qu'il est égal à 256, ou 257, ou 258, jusqu'à 500. Donc quoi? Bah, donc la probabilité de A, ça va être la somme au I qui va de 256 à 500 des probabilités de AK. Et il nous reste à calculer quoi? Bah, donc ça c'est quoi? Ça va être la somme. Comme on travaille avec une loi uniforme, ça va être cette somme-ci. Et il reste à calculer le nombre d'éléments qui est dans AK. Suivez toujours? Et je sais pas s'il y en a qui. Donc on va arrêter cet exemple-ci pour maintenant et on y reviendra dans une petite vingtaine de minutes. Est-ce qu'il y en a qui voient vers quoi on va avec ce genre de choses-ci? On va vers une expérience binomiale. Donc, ça devrait vous rappeler des choses du secondaire, loi binomiale, mais bon, on y reviendra. Ceci nous donne un problème de combinatoire. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, nous devons... Vassili, je te réponds tout de suite. Nous devons donc apprendre à compter. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Donc, on se demande, tiens, quelle est la probabilité d'avoir plus que 256 fois pile? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on écrit proprement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça sans se tromper et sans être dans le flou? Parce que l'ennui du flou, c'est qu'on risque de se tromper sans s'en rendre compte. Ben, on écrit les choses proprement et lentement. Donc, on définit l'espace oméga sur lequel on travaille. Ça va pour tout le monde que c'est bien cet oméga-ci. Donc, c'est toutes les piles faces 500 fois, parce qu'on a avancé 500 fois. La sigma algèbre, ben, c'est toujours la sigma algèbre des parties. Très bientôt, je vais arrêter d'en parler. La mesure, c'est la mesure uniforme parce que, donc c'est la mesure uniforme parce que ma pièce est équilibrée. Et donc toutes les issues ont la même proba. Toutes. Et donc j'ai un ensemble assez gigantesque, hein. J'ai combien d'éléments Attendez, je l'ai pas écrit, mais donc clairement, et si c'est pas clair, on en reparlera tout de suite. Il y a combien d'éléments dans l'ensemble oméga? Ben, il y en a 2 puissance 500. 2 puissance 500, c'est beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment beaucoup. On doit maintenant, pour calculer le proba, on doit calculer le nombre d'éléments on doit calculer le nombre de façons qu'il y a d'avoir plus que 256 piles quand on lance une pièce 500 fois. Donc c'est quoi ça? Bah, c'est cet ensemble-ci. Vassili, tu es au clair avec cette écriture-là? Pas Vassili et les autres, hein, mais comme c'est Vassili qui pose la question.
N'hésite pas à dire non. N'hésite pas à dire quelque chose. Tu n'es plus là, Vassili. Tu m'as abandonné. Ok, donc la réponse de Vassili pour ceux qui regardent la vidéo, hein, c'est que non, il ne comprend pas ceci. Donc je redis. Donc avoir plus que 256 piles, c'est que dans la liste des PF, ici, donc un élément du oméga, c'est une suite de P et de F. Donc premier lancé est pile, deuxième lancé est face, et ainsi de suite jusqu'au 5 centièmes. Donc c'est une suite de symboles, donc de XI, où chacun des XI est entre soit P, soit F. D'accord? Et avoir au moins 256 piles, c'est qu'il y a au moins 256 fois où le symbole vaut pile. Donc, on ne sait pas lesquels, je ne sais pas lesquels vont valoir pile, mais je sais que je vais en avoir 256. Donc, il faut que la somme des indicatrices du fait que l'élément est pile soit au moins égale à 256. C'est mieux? OK. Donc, être au moins égal à 256, c'est quoi en français? C'est être égal à 256 ou être égal à 257 ou 258 ou 259 jusqu'à 500. Donc, c'est quoi? Ben, mon A ici, cet ensemble-là, c'est soit je suis égal à 256, à 256, soit je suis égal à 257, à 257, soit je suis égal à 258, et puis je vais ainsi de suite jusqu'à 500, jusqu'à A 500. Et donc je définis A, K, comme l'événement où je suis exactement égal à K. Et comme ça, j'ai décomposé mon événement A en sous-ensembles qui sont plus simples. Ça te va mieux, ça? Ok, merci. Du coup, il nous reste à calculer ce nombre de AK. Bon, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, je vais commencer par le commencement. Définition combien? 2.9. Donc c'est ce qu'on appelle la règle des produits. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, donc je triche un peu. Donc le produit cartésien de... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? De, de deux ensembles. Le produit cartésien de deux ensembles, bonjour Mao, bienvenue, de deux ensembles A et B. Donc, normalement, les premières, vous avez déjà vu ceci, se définit comme A croix B, et ça c'est l'ensemble des couples A, B, avec A qui est dans A et B qui est dans B. Ok, donc vous avez vu R2, R3, donc, et ouais, c'est bon. Alors si A et B sont de cardinalité finie, si cardinal de A est fini et cardinal de B est fini, alors, donc c'est pas majuscule, c'est un minuscule, alors cardinal de A croix B est fini aussi, et la règle de multiplication, ou l'axiome de multiplication, nous affirme que le nombre d'éléments dans A fois B, c'est simplement le nombre d'éléments de A fois le nombre d'éléments de B. D'accord? Plus généralement, si A1, A2, etc. jusqu'à A grand N sont des ensembles finis, alors quoi? Bah alors le cardinal de A1 croix A2 jusqu'à croix AN, c'est le produit des cardinalités individuelles. Qu'on peut aussi écrire comme ceci.
OK? Donc remarquez que c'est une définition, c'est un axiome. Alors, exemple 2.10. Combien y a-t-il de plaques minéralogiques, c'est comme ça qu'on dit? Minéralogiques. C'est le bon terme? Plaques minéralogiques? Plaques d'immatriculation? Avec lettres, donc avec 6 symboles, donc lettres, 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 suivi de chiffres, chiffres, chiffres. Donc combien est-ce qu'il y a de plaques minéralogiques qui vont être de cette forme-ci? Bah, en fait, on ne réfléchit pas. C'est un produit cartésien. Il y a 26 choix pour le premier. Il y a 26 lettres. Il y a 26 choix pour le premier, 26 pour le second, 26 pour le troisième, 9, 9, non, 10, 10, 10, 10. Et donc si je mets aucune contrainte supplémentaire, la réponse c'est 26 au cube fois 10 au cube. Vous voyez ça? Alors, après, si vous y réfléchissez, vous pouvez récupérer ce même résultat, mais moi, ce que je vous conseille très, très, très fortement, en tout cas, c'est ce que moi je fais, c'est que dans les problèmes de combinatoire, je retiens les règles de base, et puis je les applique sans réfléchir, parce que dès que je commence à réfléchir, je m'y perds. Donc ici, je ne réfléchis pas, je sais que la règle des produits va s'appliquer, donc la règle de multiplication, elle me dit que pour avoir le nombre d'éléments dans un ensemble qui se calcule qui se construit par produit cartésien, j'ai qu'à faire la liste du nombre d'options que j'ai pour chaque entrée, et puis je fais le produit. Je ne réfléchis pas. Si j'ai un menu à composer à partir de 3 entrées, 2 plats, 2 desserts, il y en a combien de possibles? Ben, ça va être 3 fois 2 fois 2 égale 12. Il y a 12 plats possibles. Ok? On ne réfléchit pas. Trop dangereux de réfléchir. Alors, un petit théorème qu'on a déjà utilisé plusieurs fois, que j'ai même vaguement utilisé hier dans le TP. C'est pas 2.8, c'est 2.11. Si oméga est fini, donc si oméga est un ensemble de cardinalité n, alors P de oméga est un ensemble fini de cardinalité 2 puissance n. Donc si oméga contient n éléments, l'ensemble des parties de oméga contient 2 puissance n éléments. Et c'est comme ça qu'hier, on savait qu'il fallait chercher 16 trucs différents, parce qu'il y avait 4 parties. Il y avait A sans B, A inter B, B sans A, et tout le reste. Et donc il y avait 16 éléments à chercher. Pour ceux qui étaient là et qui se souviennent de l'exercice dont je parle. Alors, avant de faire la preuve de ce théorème, on va faire un petit exemple. Si oméga, c'est le vide, donc ici, ça veut dire que oméga est égal à 0. Il y a combien de parties de l'ensemble vide? Quelles sont toutes les parties de l'ensemble vide? 2 exposant 1? Non. Donc, si tu vas faire la liste... Attends, je vais peut-être faire ça dans un autre ordre, comme ceci. Voilà. Si tu fais la liste de toutes les parties du vide, tu obtiens le vide. C'est ça, il n'y a que le vide. La seule partie du vide, c'est le vide. Et donc, si je traduis ça en termes de dénombrement, bah, oméga vaut 0, cardinalité de oméga vaut 0, et donc cardinalité de des parties de oméga, ça vaut 2 puissance 0, ça vaut 1. Exactement, Kylian. Si oméga contient, c'est un singleton, donc juste un élément. Quelles sont toutes les parties de oméga? Bah, c'est le vide, et puis c'est le singleton. Ça vous va, ça? Et donc ici, oméga vaut 1, et du coup,
Il y a combien de parties de oméga? Il y en a 2 puissance 1, ça fait 2. J'en fais un dernier, puis j'arrête. Si oméga contient 2 éléments, quelles sont toutes les parties de oméga? Donc, il y a le vide. C'est là où on ne prend rien. Il y a les 2 singletons. Et puis, il y a les 2 ensemble, c'est-à-dire oméga. Et puis, c'est tout. Et donc ici, oméga vaut 2. Et les parties de oméga, il y en a combien? Il y en a 4. Oui, le vide compte comme un élément. Toujours. Si tu ne le comptais pas, tu pourrais tirer que c'est 2 exposants n moins 1. Et le vide est bien un sous-ensemble de oméga. Toujours. C'est l'ensemble vide. Comprenez tous ceci ici? Parce qu'il n'y a que 2 éléments ici. Il y a A et B. Il n'y a que 2 éléments. Et après, tu prends les parties de ça. Soit tu prends rien, celui-là. Soit tu prends juste A, celui-là. Soit tu prends juste B, celui-là. Soit tu prends les deux, celui-là. Ok? S'il y en avait 3, il y en aurait 8. S'il y en avait 4, il y en aurait, etc., etc., etc. Ça va plus ou moins pour l'intuition? Parce que la preuve, donc lâchez vos bics, la preuve, elle est très 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 courte. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça à l'école. Alors, si oméga est égal à n, donc attention, vous n'allez probablement pas aimer la preuve. Si oméga est égal à n, ça veut dire que j'ai un oméga 1, un oméga 2, un oméga 3, un oméga 4. J'ai un oméga i, et puis je vais jusqu'à oméga n. Oui, le premier mail. C'est fou ça. J'ai perdu toute ma popularité. C'est peut-être parce que je réponds plus aux mails. Donc, j'ai fait la liste de tous mes gens ici. Alors, attention, je vais essayer d'exprimer correctement. Choisir une partie de oméga, c'est quoi? C'est de faire, imaginez que, souvenez-vous de quand vous étiez à l'école, ou ceux qui sont du secondaire et qui sont encore là, bravo. Et souvenez-vous du cours de gym, vous êtes en rang là, en mini-short dans le froid. Et puis, il y a 2 chefs d'équipe qui ont été choisis. Et ces 2 chefs d'équipe, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident qui fait partie de leur équipe ou qui fait pas partie de leur équipe. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la liste, ils disent, toi oui, toi non, toi oui, toi non. D'accord? Ils font ça. Et c'est comme ça qu'on fait l'équipe. C'est comme ça qu'on fait l'équipe. Donc, genre, moi, pour le foot, j'étais plutôt de ce côté-là, quoi. Pourtant, j'étais motivé. J'étais juste mauvais. Ça veut dire quoi? On a nos oméga qui sont rangés en rang, et puis on veut créer un sous-ensemble. Créer un sous-ensemble, c'est quoi? C'est dire toi oui, toi aussi oui, toi non, toi non, toi non, et toi oui. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Donc, choisir un sous-ensemble, c'est assigner à tous les éléments une couleur, soit de vert, soit de rouge. Vert, c'est dedans, rouge, c'est pas dedans. L'ensemble vide, il correspond à quoi? Il correspond au cas où j'ai mis tout le monde en rouge. J'ai choisi personne. J'ai regardé tout le monde, j'ai fait non, j'en veux aucun. Ça, c'est l'ensemble vide. L'ensemble qui contient un singleton, c'est de mettre tout le monde en rouge sauf un. L'ensemble qui contient tout, c'est de mettre tout le monde en vert. Vous voyez l'idée? Ok. Et donc, il y a combien de sous-ensembles? Attention, parce que ma preuve, elle est finie. Il y a combien de sous-ensembles? Il y en a autant qu'il y a de façons d'assigner du rouge et du vert à tout le monde. Donc, celui-ci, il y a combien d'options pour lui? Il y en a 2. Soit il sera en rouge, soit il sera en vert. Celui-ci, il y a combien d'options pour lui? Il y en a 2. Soit en rouge, soit en vert. Celui-ci, il y a combien d'options pour lui? Il y en a 2. Soit en rouge, soit en vert. Et ainsi de suite. Celui-ci aussi, il sera soit en rouge, soit en vert. Celui-ci aussi, il sera soit en rouge, soit en vert. Il y a combien de façons de créer un sous-ensemble? Autant qu'il y a de façons d'assigner des couleurs à n éléments. Il y a 2 choix pour celui-ci, 2 choix pour celui-là, 2 choix pour celui-là, et ainsi de suite. Règle de multiplication, il y en a 2 puissance n. Fin de la preuve. Elle est chouette, hein?
Elle est trop chouette. Enfin, après, quand vous la relirez, vous allez dire, mais c'est quoi ce truc? Mais c'est ça, la preuve, c'est ça. C'est choisir un sous-ensemble, c'est assigner une couleur, soit rouge, soit vert, aux éléments d'un ensemble. Je sais pas si vous êtes heureux ou malheureux. Oui. Myriam, t'as pas l'air méga convaincu. Ok. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, Maria. Mais ça veut dire que si par exemple il y avait 3 couleurs qui étaient possibles, ça veut dire que ça aurait dû être 3 exposant n? Oui. Mais alors, on est dans autre chose. On n'est pas en train de créer un sous-ensemble, on est en train de créer 3 équipes. Il y a combien de façons de créer 3 équipes? 3 puissance n. Ok, merci. Donc, cette preuve-ci, je ne peux pas vous la demander à l'examen parce qu'il n'y a rien à écrire. Mais voilà, elle est là. Au TP, vous allez voir, on va faire des trucs. Enfin, vous allez faire, parce que moi, je vais pas faire. Vous allez faire des trucs vraiment rigolos comme ça. Ah, Aaron, oui, tu es très heureux. Donc, les gens du secondaire, Aaron, il est heureux depuis le début du cours. C'est merveilleux. Je ne sais pas qui c'est, mais il est très, très, très heureux, ce garçon. Il ne me montre pas sa tête, donc je ne sais pas quelle est sa tête. Je pense qu'il a une tête très heureuse. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose. Donc, je vais arrêter de partager ici. Arrêter le partage. Comment j'arrête le partage? Oui, comment j'arrête le partage? C'est marrant ça. J'ai pas arrêté le partage. Et si je fais là-dessus, bon, je vais peut-être. Ok, je fais ça. Là, vous voyez. Ok, vous voyez plus que moi ou le groupe. Et maintenant, je vais partager. Je vais juste vous montrer quelque chose d'assez rigolo. Partager du contenu. Je vais faire ça assez souvent dans le cours. Alors, est-ce que vous voyez bien Où est-ce que vous êtes? Vous avez disparu. Teams fait quand même des choses de manière automatique qui sont un peu embêtantes. Est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien un dessin en bleu? Oui, on voit. Il faut juste un peu zoomer. Oui, mais le dessin n'est pas important. On va pas regarder le dessin. Le dessin, c'est pour plus tard. Et vu la vitesse à laquelle je vais, ce sera pour le cours prochain, je crois. Attendez, parce que je me dépatouille un peu avec Teams qui me fait apparaître des choses. Ok. Alors, donc 2 puissance n. Donc déjà, est-ce que vous savez ce que c'est ceci? Est-ce que vous reconnaissez ce truc-là? Ça, c'est votre avenir. Moi, depuis que j'ai ça, petit témoignage de mon existence. Avant, j'étais malheureux, mais depuis que j'ai ça, je suis comme Aaron, je suis heureux. Ceci, c'est Mathematica. Mathematica, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un truc qui a été inventé par je sais pas, je crois qu'il est américain, gars. Stephen Wolfram. Et ça fait 30 ans qu'il développe. Et Mathematica, c'est une sorte de calculette, mais incroyable. Une calculette avec une précision infinie. Donc Mathematica peut faire toutes vos intégrales. Si, je devais vous donner le lien, je ne l'ai pas fait. Si je ne l'ai pas fait, c'est que je vous ai menti. Vous avez dû recevoir un mail qui vous donne ce lien et je vais essayer de ne pas oublier de vous le donner. Vous y avez droit, l'ULB vous l'offre. C'est incroyable que vous ayez ça. Je veux dire, je travaille avec des gens d'un peu partout dans le monde, et notamment un Américain qui travaille à Columbia, donc l'UNIF la plus chic du monde, et il n'a pas Mathematica. Alors si vous voulez l'acheter pour vous-même, ça coûte des milliers, c'est juste impayable, mais l'UNIF, je ne sais pas comment ils ont fait. Et Mathematica, c'est faire des choses dingues, comme ceci. Donc, 2 puissance n, vous pouvez vous dire, mais 2 puissance n, c'est pas tellement. Et effectivement, 2 puissance 10, c'est 1024. Pas beaucoup. Alors, sur une classe de... Combien est-ce qu'il y a de façons de choisir un groupe dans votre classe? Bah, vous êtes 70. Donc, il y a 2 puissance 70 façons de choisir un groupe dans votre classe. Donc, de créer un groupe. 2 puissance 70. Bah, ça paraît petit, mais c'est déjà assez gigantesque. Donc là, c'est des milliers, millions, milliards, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ok? Donc 2 puissance 70 sur votre classe, on est déjà dans des nombres épastrouillants. J'aime bien, deuxième fois que j'utilise épastrouillant aujourd'hui. Épatant, c'est épatant. J'adore dire ça. Je sais pas si vous connaissez Fabrice Lucchini, j'adore comment il parle. Je ne sais pas l'imiter, mais si vous connaissez pas Lucchini, il faut que vous alliez voir ses films, c'est dingue. Lucchini. Bref, je délire. 2 puissance 100. 2 puissance 100. Est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est pas grand?
C'est pas mal, mais 100 personnes, c'est pas beaucoup. Allez, à Bruxelles, il y a combien de personnes? Je dis vous, parce que moi, j'habite pas à Bruxelles. Il y a, disons, 1 million de personnes. 2 puissance 1 million. Et je vais peut-être d'abord faire 2 puissance 1000. 2 puissance 1000, ça devient, je sais pas si vous le voyez, mais ça devient grand. Alors maintenant, on peut un peu rigoler, mais je vais arrêter à 2 puissance 1 million, parce que je crois que ça devient juste trop long. Donc, 1 million, 2 puissance 1 million, c'est ça. C'est un nombre, ça. Je ne sais pas si vous voyez le curseur est ici, là. Tac. Alors, combien est-ce qu'il y a de façons de choisir un sous-groupe sur 1 million de personnes? Comment est-ce qu'on gère 1 million de personnes? 1 million de personnes, c'est déjà grand. Et alors, si on est 1 milliard, il ne va pas y arriver, je crois. Allez, sur les Belges, 10 millions de personnes, il y a combien de sous-groupes dans les Belges? Il me dit que c'est trop. Il me dit show all. Non, il ne veut pas. C'est trop grand. Il me dit juste qu'il ne peut pas le faire, ça va prendre trop de pages. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer, en fait, je voulais juste vous montrer que 2 puissance quelque chose, c'est... Ah non, il calcule. Zut, j'ai planté mon... Il est bon, il est bon. Il est ici. Alors regardez, le curseur est là, et ça c'est mon nombre. Donc 2 puissance 10 millions, c'est un nombre inimaginable. Tout simplement inimaginable. Bref, c'était juste ça, je voulais juste montrer ça. Vous allez me dire, mais c'est pas si intéressant que ça. Ben, tant pis pour vous. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça rigolo. Après Mathematica, vous pouvez vraiment commencer à gérer des nombres, vous pouvez vraiment explorer les nombres de façon active. Bref, on y revient au cours. Ça, vous êtes content avec ceci? Donc, ce théorème-là, on va l'utiliser très 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 souvent. En fait, on l'a déjà utilisé en fait. Définition. Deuxième définition. Définition 2.13. Vassili, exactement. Exactement. Je me souviens plus du nombre, mais effectivement, 10 puissance 80, mais 10 puissance 80, c'est beaucoup aussi. Mais donc voilà, c'est... Allez, comment dire? En maths, on sait gérer des quantités, on sait gérer conceptuellement des quantités qui dépassent l'entendement par rapport à même l'univers qui existe. J'ai le droit d'écrire 10 puissance 10, le tout puissance 10, le tout puissance 10, et ainsi de suite infini. Ce truc est tellement grand que c'est ingérable. Je crois que ça s'appelle un Google. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. À voir. C'est des nombres gigantesques. Merci Siam. Oui, c'était un lien comme ça. Donc n'hésitez pas à télécharger Mathematica et à jouer avec. Si jamais on est encore en confinement pour l'examen, ce que j'espère pas, mais si jamais on est encore en confinement, vous aurez le droit d'utiliser Mathematica pour l'examen. Et donc vous ne devrez faire aucune intégrale à la main. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bref, revenons au cours. Donc, définition 2.13. Définition de 2.13. Soit A un ensemble avec A qui est de cardinalité n. Donc on en prend un ensemble à n éléments. Alors, deux définitions. La première, c'est une permutation. Une permutation de A, c'est quoi? Visuellement, oui, mais Photomath, ça marche. Non, Loris, je vois ce que tu veux dire. Photomath, c'est autre chose. Il y a des logiciels qui font des calculs pour vous, mais Mathematica, c'est allez, tu compares une voiture de luxe à une iXam. Ça n'a rien à voir. Les deux te transportent, mais pas du tout de la même manière. MATLAB, c'est très très bien, mais MATLAB ne fait pas la même chose. Donc MATLAB, moi, j'utilise pas beaucoup. J'utilise beaucoup R. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas R, vous allez apprendre à connaître R et à aimer R. Il y a Python aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Python. Mais Python, c'est un langage de programmation qui est plutôt pas mal, mais que moi, je suis déjà trop vieux. Moi, j'ai appris R. Et il me faudrait que quelqu'un me paye pour que j'apprenne Python. Et personne ne me paye pour que j'apprenne Python, donc je ne prendrai pas Python. Mais ils font à peu près la même chose, mais ils ne font pas de calcul symbolique. Donc dans MATLAB, R et Python, en tout cas dans les versions sans rajouter des trucs compliqués, de base, ça ne vous permettrait pas d'écrire un truc du style intégrale de cosinus de x. Vous devez faire une approximation numérique. Alors que Mathematica,
Mathematica, tu peux faire du calcul symbolique. Et ça, c'est incroyable. Donc, il y a tous les calculs que vous devez faire pour un examen, tous, vous pouvez les bourrer dans Mathematica et avoir votre réponse. Analyse, MATF 101, Mathematica, c'est tout faire à votre place. Il sait calculer des limites de suite, il sait calculer des séries, il sait vérifier la convergence, c'est assez incroyable. Bref, je reviens à mon cours. Une permutation d'un ensemble, vous voyez ce que c'est? Donc visuellement, c'est simple, on a les éléments de l'ensemble, et une permutation, c'est un mélange. Donc on les met en ligne, c'est comme si on mettait mes poules en ligne pour les abattre les unes après les autres. Donc il y a 3 poules, on les met en ligne, et puis on les met dans l'ordre. Donc l'ordre dans lequel le renard est venu chercher mes poules, bah, c'était une permutation de mes 3 poules. Donc c'est quoi une permutation en langage maths? Bah, c'est une suite ordonnée des n éléments de A. Donc, attendez, je ne suis pas méga clair. C'est une suite ordonnée quoi? Bah, c'est une suite ordonnée A1 jusqu'à AN des n éléments de A. Donc, une permutation de A, c'est quoi? Bah, c'est une suite ordonnée des n éléments de A. Il y a combien de permutations d'un ensemble? Il y a définition. Donc, attention, je crois qu'en secondaire, vous n'avez pas vu ça comme une définition. Moi, je vous définis ça comme ça. Il y a combien de permutations d'un ensemble? Et il y en a n factoriel. Donc, on dit n factoriel, en anglais factorial, permutation. Ok, vous avez déjà vu la factorielle? Ok, bah, vous l'avez vu sûrement en 102 d'ailleurs. Un arrangement de longueur K nécessairement plus petit ou égal à n, bah, c'est quoi? C'est une suite ordonnée A1, A2 jusqu'à AK de K éléments. Alors, le mot important ici, c'est distinct de A. Il y a combien d'arrangements? Ben, il y a A, K, N arrangements de longueur K. Alors, je vais peut-être mettre ça en vert. Donc, n factoriel et A, K, N. Vous remarquerez que je n'ai pas dit comment on calculait n factoriel et je n'ai pas dit comment on calculait A, K, N. N factoriel, pour moi, c'est une réponse. N factoriel, c'est combien est-ce qu'il y a de façons de mélanger n objets différents et de les mettre en ligne, n factoriel. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais on se contrefiche quelque part de la valeur. Combien est-ce qu'il y a de façons, si je ne veux pas les mettre tous en ligne, mais je veux juste en choisir un certain nombre, disons que je vais en choisir 7, il y a combien de façons de choisir 7 parmi 20? A, 7, 20. A, 7, 20 étant la réponse. Alors, proposition, théorème, corollaire, lemme, je ne sais pas. Proposition. Proposition 2.14. Bah, n factoriel, ça vaut combien? Donc, si n est dans n... Attendez, je vais faire ça dans l'ordre. Voilà. Ah. Si n vaut 0, alors 0 factoriel, ça vaut combien 0 factoriel? De combien de façons puis-je, exactement Kylian, de combien de façons puis-je arranger 0 truc? Bah, il y en a une seule, c'est que je ne les arrange pas. Deuxièmement, donc je vais peut-être appeler ces propositions calcul. Si n est dans n0, de combien de façons puis-je arranger n objets? Bah, là, on va utiliser la règle des produits.
la règle de multiplication. J'ai donc n emplacements. Je vais souvent faire ce dessin quand j'aime bien faire ce genre de dessin quand je résous des calculs de combinatoire. Donc ici, je dessine simplement les slots où je vais mettre mes objets. J'ai n objets à mettre en ligne. Il y a combien de choix pour le premier? Bah, n. Une fois que le premier est choisi, j'ai n-1 choix pour le second. Une fois que le second est choisi, j'ai n-2 choix pour le troisième, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et le dernier, bah, il m'est décidé, parce que si les n-1 premiers sont choisis, le dernier m'est décidé. Et donc, par la règle de multiplication, n factoriel, ça vaut combien? Ça vaut n fois n-1 fois n-2 fois n-3 fois 2 fois 1. C'est-à-dire, je peux l'écrire comme ceci. C'est le produit pour i qui va de 1 à n des i. Vous êtes à l'aise avec ça? Ok. Donc si maintenant n est toujours dans n0, et si je prends k qui est entre 0 et n, k qui est entre 1 et n, c'est peut-être mieux. A, K, N, ça vaudra quoi A, K, N? De combien de façons puis-je arranger K parmi N? Bah, j'ai le même dessin qu'avant. Donc je dois choisir un premier, un deuxième, un troisième, puis un Km. J'ai combien de choix pour le premier? Bah, j'en ai N. J'ai combien de choix pour le deuxième? J'en ai N-1. J'ai combien de choix pour le troisième? J'en ai N-2. Et j'ai combien de choix pour le Km? Je vous entends pas. Je ne sais pas si vous parlez ou pas, mais je ne vous entends pas. Alors, si vous ne voyez pas, on va peut-être faire un exemple. Imaginons que... Je vais faire un exemple. Oui, Kylian, je suis d'accord avec toi. Non, Ronalin, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, on va peut-être faire un tout petit exemple. Exemple 2.15. A3, 7, c'est quoi? Bah, c'est le nombre de façons qu'il a d'arranger 3 parmi 7. Oui, Marinella, je suis d'accord avec toi, mais là, tu vas un pas plus loin que ce que je cherchais à raconter. Donc, A3, 7, c'est quoi? Bah, j'ai 7 éléments et je vais en choisir 3. Donc, j'ai 7 choix pour le premier, j'ai 6 choix pour le deuxième et j'ai 5 choix pour le troisième. Donc, c'est n, n-1, n-2. Si je vais en choisir 3 parmi n, c'est n, n-1, n-2. Donc, c'est quoi ce 5 là? Bah, c'est 7 moins 3 plus 1. Bah, ouais. Donc, quelque part, j'ai le zéroième ici. Donc, j'ai 7 moins 0, 7 moins 1 et 7 moins 2. Et puis, ouais, je ne sais pas si je suis... En fait, je pense que je ne suis pas clair du tout là. Donc, si je prenais A, K, 9, donc disons que je vais en choisir... Ouais, je ne suis pas clair, je suis désolé. Est-ce que vous avez compris ou est-ce que je dois aller un peu... Est-ce que j'ai un peu plus de détails? Parce que je n'arrive pas à expliquer là. Je suis un peu... avis. Je comprends pas très bien les fractions. C'est pas des fractions, pardon. Je recommence mon dessin. Donc, ce que je dis ici dans mon dessin, que je vais souvent faire, donc c'est bien que tu me demandes, c'est que je veux choisir 3 parmi 7. OK? Donc, je vais dessiner des emplacements pour mes 3 objets. Emplacement 1, emplacement 2, emplacement 3. C'est ça que j'ai dessiné ici. J'ai combien de choix pour le premier élément? Bah, j'ai 7 choix pour le premier. J'ai combien de choix pour le second élément? Bah, j'ai 6 choix pour le second. Et j'ai combien de choix pour le troisième élément? Bah, j'ai 5 choix ici. Donc, combien y a-t-il de façons d'arranger 3 parmi 7? Bah, c'est simplement 7 fois 6 fois 5. OK? Si je devais arranger, je ne sais pas moi, 5 parmi 19, bah, je vais avoir 1, 2, 3,
4, 5. J'ai 5 emplacements différents. J'ai 19 choix pour celui-ci, 18 choix pour celui-là, 17 choix pour celui-ci, 16 choix, 15 choix. Et donc, par la règle de multiplication, ça va être 19 fois 18 fois 17 fois 16 fois 15. Je vais me permettre des 3 petits points. Et je vais avoir 15 ici. Ça va, ça? Et donc, ce qu'on remarque, c'est quoi? Bah, c'est que, en fait, ce 19 fois 18 fois 17 fois 16 fois 15, c'est en fait 19 factoriel divisé par 14 factoriel. Vous le voyez, ça? OK. Celui-ci, c'est quoi? Bah, c'est 7 factoriel divisé par 4 factoriel. Ouais. C'est comme en F102, exercice 8. Je te crois, Ahmed. Donc, ce que je vais annoncer ici, sans vraiment sans le prouver vraiment, c'est que ce truc-là, bah, c'est comme disait Marinella, je crois. Oui, c'est n factoriel divisé par n moins k factoriel, comme ça. Ça vous va, ça? Et ça, c'est quoi? Bah, c'est comme disait Kylian, je crois. C'est n fois n moins 1 fois 3 petits points fois n moins k. Mais attention, on s'arrête avant le n moins km. Donc c'est n moins k. On regarde celui qui est juste avant, n moins k plus 1. Ça va, Ronaldin? Tu vois pourquoi c'est pas n moins k, mais n moins k plus 1? Vous êtes tous plus ou moins contents là? Alexandre, tu as ton micro allumé, je sais pas si c'est... Oui, c'est différent de CNK. On va faire CNK après la pause. C'est différent de CNK. CNK, je te le dis déjà, spoiler, comme ça tu reviens pour la dernière partie du cours. CNK, c'est quand l'ordre ne compte pas. Ici, on prend les gens et on les met en ligne. On choisit des gens et on regarde dans une ligne. Et donc, avoir Alexandre, Marinella, Lucia, c'est pas la même chose que d'avoir Marinella, Alexandre, Lucia. Je dis ça parce que vous êtes chez moi, vous êtes en ligne comme ça. Ça va? Marinella, tu es entre Alexandre et Lucia dans mon écran. Ok, mais donc c'est pas la même chose parce que l'ordre compte. La combinaison, c'est quand l'ordre ne compte pas. Alors, Ahmed, qu'est-ce que tu fais? Je vois pas. Je ne vais pas ouvrir. Ah. Je sais pas ce que c'est que tu me montres là. Mais au fait, ça ressemble à la même chose que ça. On avait fait la même chose en 102, où à chaque fois on regardait le nombre de possibilités qui étaient disponibles pour, par exemple, sim n, etc. Enfin, ça c'était la formule générale. Et du coup, Je suis perturbé par... mais ça, en fait, c'est la formule générale qu'on avait utilisée, mais avant ça, on avait démontré, par exemple, pour Sim12, et à chaque fois, on regardait le nombre de possibilités, etc. Et à la fin, on avait conclu que la formule générale, c'est n factoriel divisé par n-k factoriel. Ok, bah alors on est dans le même monde là. On fait les mêmes choses. On fait une pause? Oui, c'est mieux. Hein. Faisons une pause et après on va faire un chouette exemple. Là, dans l'exercice, dans l'exemple qu'on va faire juste après la pause, on va répondre à la question de quelle est la probabilité que deux d'entre vous aient le même jour d'anniversaire. Et on va calculer ça tout de suite après. Donc revenez nombreux. Check comme ça. Il est 12h07, on reprend à 12h15, ça me paraît pas mal. Ça va? À tout de suite.